En aparté, l'émission littéraire sur RMJ, avec Claude Perronnet. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de notre magazine, Le Livre du Mois. Le Livre du Mois qui, au fil du temps, au fil des mois, est devenu l'écrivain du mois. Vous le savez, le deuxième dimanche de chaque mois, je reçois un écrivain de notre région et après un résumé lecture du roman, du recueil de poésie ou de l'essai, nous dialoguons avec les auteurs qui acceptent de se prêter au jeu de l'entretien. Nous sommes ce deuxième dimanche. L'émission sera également diffusée mercredi à 14h. Et aujourd'hui, j'ai choisi un ouvrage qui est à la fois un essai, un récit et un peu un roman. Comment je suis devenu le fils d'Henri Nano et un auteur, Jean-Jacques Nano. Voici un titre un peu curieux. Jean-Jacques Nano est le fils d'Henri Nano. Et voici donc que le fils Jean-Jacques Nano nous explique comment, à l'âge de 36 ans, il est devenu le fils de son père Henri Nano, ou plutôt comment il a découvert qui était son père Henri Nano. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Mon oncle Armand, le plus jeune frère de ma mère, m'a raconté que lorsque j'ai commencé à marcher, j'allais chercher le revolver de mon père caché dans la table de nuit. Revolver provenant du maquis qu'il glissait chaque soir sous son oreiller de crainte d'une quelconque attaque extérieure. J'avais environ 2 ans quand ma mère s'est enfuie du Breuil en m'emportant dans ses bras. Ma grand-mère, Anna, sa mère, était venue nous chercher. Elle était arrivée par le car. Elles sont reparties à pied pour la maison du garde. C'est ainsi que l'on appelle dans la tradition orale un lieu au cœur de la forêt de Fayat, commune de Château-Chervy, près du château de Montbron. C'est ainsi que mes grands-parents maternels, Gaudy, et mes 3 oncles, Adrien, Armand et Raoul, se sont retrouvés avec un enfant de 2 ans à la maison. C'est ma grand-mère qui m'a pris en charge et à sa charge, car ma mère n'a pas tardé à partir à l'aventure, cherchant un peu de travail par-ci, par-là. Voilà, dans une partie de ce récit, nous allons suivre cet enfant de 2 ans qui ne connaît pas son père et qui vient d'être quasiment abandonné par sa mère. Cet enfant, bien sûr, c'est Jean-Jacques Nano, qui nous explique d'abord l'enfance chez la grand-mère et son amitié avec son oncle Armand, qui n'a que 8 ans. L'école de Château-Chervy, dans la campagne sud de la Haute-Vienne, où il se rend en compagnie de Raymonde et de Marie-Hélène, ses voisines. Dans ce passage, vous découvrirez la vie à la campagne dans les années 1960. Quelques exemples. Le débardage du bois avec les bœufs Chabreau et Barou, la construction de cabanes d'enfants, la gerbe maude, les batteuses et leur lot de soulerie, l'écoute de la TSF, la radio des feuilletons, de Panazo à Ça va bouillir de Zapimax, l'amusement avec le Ventadour, le moulin à bras, les salles de bain de l'époque, à savoir une grande bassine d'eau chaude, etc., etc. Comme on peut le constater, nous dit l'auteur, enfant, j'ai été élevé dans un milieu très modeste. Mes grands-parents percevaient le Fonds national de solidarité, aide dérisoire. Je me considère comme l'un des témoins d'une époque révolue. Malgré tout, j'ai eu une enfance heureuse, je suis fier de l'éducation reçue. Et voilà que, patatras, tout va changer, tout va basculer. Écoutez Jean Nano, c'est sa mère qui s'adresse à lui. Un dimanche après le déjeuner, elle décida de m'expliquer ce qui allait advenir de moi. Je vais me remarier, mon nouveau mari veut que tu prennes son nom, tu ne t'appelleras plus Nano, mais comme lui. Je reçus un choc. Nous allons découvrir la nouvelle vie de Jean-Jacques Nano, mais avant, petite pause musicale, une chanson célèbre de l'époque, que d'ailleurs cite l'auteur, Mon bateau blanc, Sacha Distel. Le jour se lève et j'ai très mal dormi. Des images, des visages se bousculent dans ma tête.
Toute la nuit, comme une obsession, j'ai entendu cette chanson. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ de son émission Le Livre du Mois. Je reçois en ce moment Jean-Jacques Nano à propos de son ouvrage « Comment je suis devenu le fils d'Henri Nano ». Jean-Jacques Nano va donc partir avec sa mère et son beau-père pour la Corrèze, près d'Uzerche, où le beau-père exerce la profession d'ouvrier couvreur. Ils iront ensuite dans la commune de Vigeois. On trouvera dans le récit de nombreux passages sur l'école de Vigeois et son instituteur Francis Rougerie. Mais très tôt, Jean-Jacques Nano s'aperçoit que son beau-père, que certains surnomment Zanzibar, est un homme violent et alcoolique. Ne lui avait-il pas dit, d'un ton sévère, « Toi, petit, je te dresserai ». Dès cet instant, ajoute l'auteur, je fus terrifié à l'idée de le revoir ou d'avoir affaire avec lui. Qui était cet inconnu, à l'air méchant, qui me parlait si durement, qui me menaçait? Par la suite, il déménage à Tulle, dans un appartement insalubre. Heureusement pour l'auteur, qu'il y a l'école, les copains et la pêche. Le jeune Jean-Jacques, qui voulait être instituteur ou à défaut boulanger, va faire un apprentissage de couvreur. Plus tard, il apprendra son vrai métier, celui de plâtrier. Pendant la grande adolescence, les relations avec le beau-père s'aggravent. Ils partent habiter une HLM à Tulle. Puis, pour Jean-Jacques, ce sera le service militaire dans les Ardennes. Et quelque temps, après le retour, le beau-père quitte le foyer conjugal. Voici donc notre héros, chef de famille. Par la suite, Jean-Jacques Nano se mettra à son compte comme artisan plâtrier peintre et fondera une famille. Sachez pourtant que pour lui, rien ne sera simple. Et qu'il semble bien que les malheurs l'emportent souvent sur le bonheur. Plus tard, il découvre la maison de son père dont il apprend qu'il en est le propriétaire depuis 1976. Mais son père, il ne sait toujours pas qui il est. Comme l'auteur fait allusion à une chanson de Johnny Hallyday, Mon père, nous allons aussi écouter cette chanson dont je vous donne un petit extrait des paroles. À propos de mon père, je l'ai inventé tout entier. Il a fini par exister. Je l'ai fabriqué comme j'ai pu, ce père que je n'ai jamais eu. Il est parti vers un horizon, vers l'oubli. Il dort pour une longue nuit. J'imaginerai tout le reste, oh, j'imaginerai sa vie. Je l'ai inventé tout entier. Il a fini par exister. Je l'ai fabriqué comme j'ai pu, ce père que je n'ai jamais eu. J'imaginais ma main d'enfant à l'abri dans sa main de grand. L'homme en qui j'aurais cru, ce père que je n'ai jamais eu. On m'a donné un nom, on m'a donné la vie. Tant pis si je ne sais pas qui. Je garderai la part du rêve. J'en referai toute ma vie. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ de son émission Le Livre du Mois. Je reçois en ce moment Jean-Jacques Nano à propos de son ouvrage « Comment je suis devenu le fils d'Henri Nano ». Alors, comment Jean-Jacques Nano a découvert qui était son père ? Quels sont les hasards qui ont permis cette découverte? Je laisserai dans un instant Jean-Jacques Nano vous le raconter lui-même. Pour ma part, je vais maintenant me contenter de vous résumer la vie et l'affaire Henri Nano. Et je vais le faire à grands traits
Et nous préciserons ce parcours dans un instant avec son fils. Henri Nano est donc né en Haute-Vienne en 1921. Pendant son service militaire, il rencontrera l'infirmier André Breton, le poète, le pape du surréalisme, et restera toujours son ami. Il est certes paysan, mais aussi écrivain et poète. Fort en gueule et fier de ses certitudes, militant du Parti communiste français, il va participer très activement à la résistance aux côtés du colonel Guingouin. Georges Guingouin, nos auditeurs le savent, est né ici, chez nous, à Magnac-Laval. Il s'oppose à l'invasion de la Hongrie et sera exclu du PCF. Pourquoi cette fanfare quand les soldats par quatre attendent les massacres sur le quai d'une gare? Pourquoi ce train ventru qui ronronne et soupire avant de nous conduire jusqu'au malentendu? Pourquoi les chants, les cris des foules venues fleurir c'est qu'on le droit de partir au nom de leur connerie? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi l'heure que voilà, où finit notre enfance, où finit notre chance, où notre train s'en va? Pourquoi ce lourd convoi, chargé d'hommes en gris, revint en une nuit pour partir en soldats? Pourquoi ce train de pluie, pourquoi ce train de guerre, pourquoi ce cimetière en marche vers la nuit? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ de son émission Le Livre du Mois. Je reçois en ce moment Jean-Jacques Nano à propos de son ouvrage « Comment je suis devenu le fils d'Henri Nano ». Nous venons d'écouter une chanson de Jacques Brel, la Colombe, par Pia Colombo, une chanson contre la guerre d'Algérie. Henri Nano s'insurge contre l'attitude des socialistes car lui est opposé à la guerre d'Algérie. Il mène une campagne active contre cette guerre et ceux qui la soutiennent par des écrits, par des bulletins qu'il distribue dans les foires, les marchés, par des affiches. Il s'en prend ouvertement au sénateur socialiste local Marcel Champex ou Marcel Champé, devenu secrétaire d'État aux affaires algériennes. Et voilà qu'en mars 1957, 2 bombes de fabrication artisanale explosent, sans faire de victimes, aux abords de la demeure du fameux secrétaire d'État aux affaires algériennes, à Masseray. Des policiers arrivent de Paris, ils ont besoin de résultats rapides. Henri Nano est un coupable idéal. Les assises de Tulle le condamnent à 5 ans de prison. Lâché par tous, y compris ses anciens amis politiques, soutenu seulement par les poètes André Breton et Jean Mailloux, le procès, on le verra, est une vraie caricature de procès. Henri Nano fut interné en asile et dans plusieurs prisons. Lui, le poète amoureux fou de la liberté, clamera toujours son innocence. Il est libéré en 1960. Quand mon père fut libéré pour bonne conduite, après avoir traîné de prison en prison, du mitard des Baumettes au pénitencier de Casabianda près d'Aléria en Corse, d'où l'on ne s'évade pas, lui s'évadait par la lecture, l'écriture et la poésie. De retour chez lui, il fut placé sous surveillance judiciaire comme un grand criminel. Ces dernières années, il les consacrera à la plume. Mais après les trahisons, après la prison, après les mauvais traitements, l'homme est cassé et ne réussira jamais à se reconstruire. Malade, il mourra à l'hôpital psychiatrique de Nauja à Limoges le 8 juin 1962. Il a alors 41 ans et laisse plusieurs ouvrages que pour certains, on découvrira plus tard. Quelques ouvrages, Scènes de la vie du maquis ou Chambray, un village de Corrèze dans la terreur. C'est seulement en 1988, alors qu'il est âgé de 36 ans, que Jean-Jacques Nano découvre qui est son père décédé depuis déjà 26 ans. Certain que son père a été la victime d'une véritable provocation et machination, il n'a de cesse, depuis cette date, d'obtenir sa réhabilitation.
Avant d'interroger Jean-Jacques Nano, qui est là en face de moi dans notre studio de RMJ, je vais vous lire le texte qui conclut son ouvrage. Comment je suis devenu le fils d'Henri Nano. Vous allez entendre, il n'est pas question de vengeance ou d'amertume, mais bien de la grande nostalgie de l'enfance. Mon enfance court à travers les arbres de la forêt de Faya, que mon grand-père a coupé avec d'autres bûcherons. Je me souviens encore des coups de hache et de passe-partout. J'entends chanter sa cognée contre les gros chênes qui s'abattaient, comme un cheval blessé dans un vacarme effroyable. Je le revois dans la cabane de feuillardier peler les échalas que l'on expédiait en Algérie. Je grimpais sur la charrette attelée à 2 grands bœufs, Chabreau et Barou, qui nous ramenaient chez nous. Oh, combien j'aimais cette maison au cœur de la forêt, avec son toit de tuiles rouges et son escalier de pierre. Combien l'enfant que j'étais y a passé de bons moments. Mon enfance court à travers la rangée de sapins qui bordait la route, où chantait le vent du nord, qui les faisait vibrer de tout leur tronc. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ de son émission Le Livre du Mois. Je reçois en ce moment Jean-Jacques Nano à propos de son ouvrage « Comment je suis devenu le fils d'Henri Nano ». Jean-Jacques Nano, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de vous prêter au jeu de l'entretien. C'est moi qui vous remercie. Alors Jean-Jacques Nano, je viens de présenter un résumé lecture de votre ouvrage « Comment je suis devenu le fils d'Henri Nano », mais c'est mon résumé à moi, c'est mon interprétation à moi. Alors peut-être voulez-vous modifier, transformer, préciser, amender, enrichir ce résumé lecture. C'est tellement bien dit que je suis ému de découvrir mon livre sur fond sonore si bien compté. J'ai pas grand-chose à rajouter parce que ça me touche beaucoup et bon, voilà. Je pense que Claude Perronnet a fait l'essentiel, le tour de cette vie que j'ai eue, quoi. Cette enfance, cette adolescence un peu ratée, quoi. Comme on dit, ça aurait pu être mieux. Cette vie que vous avez eue et dont nous allons reparler en cours d'entretien. Alors Jean-Jacques Nano, vous pouvez nous raconter comment, dans quelles circonstances vous avez découvert donc à 36 ans qui était votre père? Eh bien, tout d'abord, j'étais un fan de France Bleu Limousin. À l'époque, c'était Radio France Limoges. Et bon, on entendait encore Panazo, bien sûr. Et puis, il y avait des tas d'émissions. Et puis, j'écoutais les émissions avec intérêt de Michel Blois, qui, je ne sais pas si elle est toujours de ce monde, mais qui invitait des gens très intéressant. Et puis une semaine, elle a eu la bonne idée d'inviter René Rougerie, éditeur de poésie à Mortemart, que je ne connaissais pas du tout, mais finalement je l'ai connu après coup, puisque je l'ai contacté. Et alors il avait raconté à la radio un jour que mon père, dans Limoges, avec sa voiture, avait des difficultés pour passer la marche arrière. C'est comme ça que René Rougerie lui-même avait rencontré votre père. Exactement. Et il est rentré dans la boutique du Populaire du Centre. Oui, parce que René Rougerie était journaliste au Populaire du Centre à cette époque-là. Et son père aussi. Son père aussi, oui. Voilà. Et donc, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait passer la marche arrière? Parce qu'il y a une voiture devant moi. Et donc, après, en regardant le comptoir, etc., il y avait des revues de poésie, alors donc ils les ont enchaînés sur la poésie, sur André Breton, et ça a donné naissance à une grande amitié. Et alors dites-moi, lorsque René Rougerie, qui est notre voisin de Mortemart ici, oui, grand éditeur, oui, un des plus grands éditeurs de poésie de France, effectivement, a répondu aux questions de Michel Blois à la radio, il avait déjà écrit son livre Ah non,
n'avait pas encore écrit son livre. Il racontait. C'est après ça que nous nous sommes rencontrés et il m'a suggéré l'idée de faire un livre en hommage à mon père. Donc j'ai lui aidé tant que j'ai pu à lui donner tous les renseignements. Il faut savoir que j'ai eu la maison pratiquement en même temps. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et j'ai découvert tout en même temps. Et René Rougerie, qui vient, la cerise sur le gâteau, dire « Je connais Henri Nano, je l'ai bien connu, et il est mort, voilà, de suite de mauvais traitements, il a été accusé, etc. » Je ne savais pas, à part qu'il avait été en prison. D'accord. Et le premier ouvrage de réhabilitation donc d'Henri Nano, c'est l'ouvrage de René Rougerie qui s'intitule Henri Nano, un amour fou de liberté, et qui avait été publié chez Lucien Souni. Voilà. Ben oui, ça c'est la réédition, mais il y avait déjà une édition primaire en 1988. 88, c'est ça. Alors Jean-Jacques Nano, dites-nous, pensez-vous que votre père a été dès le départ victime d'une machination? Dès le départ, je n'ai pas eu cette conviction-là, mais René Rougerie, oui, avait la conviction qu'il a été victime d'une machination, parce que il connaissait l'histoire de Georges Guingouin, etc. Donc, et puis, bon, il faut dire qu'Henri Nano, mon père, allait le voir fréquemment, ils en ont parlé. Et puis, bon, il y a eu aussi cette histoire de Rougerie, maire de Vigeois, et Rougerie à Mortemart. Alors on peut faire une confusion, mais lui non. Et René a toujours regretté de ne pas avoir pu témoigner à son procès. C'est René Rougerie, donc, qui vous a forgé la conviction que c'était effectivement une machination. Oui, il m'a ouvert une porte dont j'ignorais tout du contenant. Alors Jean-Jacques Nano, le fait que votre père soit arrêté par un inspecteur ancien collaborateur, jugé par un juge un peu du même tonneau, si j'ose dire, le fait que l'avocat de votre père ne lui propose même pas de faire appel, me semble-t-il. Non. Est-ce que pour vous tout cela appartient à une machination, ou est-ce que tout ça c'est pure coïncidence? Non, moi je pense que c'est une machination. Déjà c'est la même par rapport à Guingouin. Maintenant j'ai la certitude que c'est les mêmes choses, les mêmes manigances, etc. Donc il faut avoir lu l'affaire Guingouin et le livre de mon père, Flic aéré, donc un village de Corrèze à la terreur, Chambray. Et après, bon, petit à petit, on arrive à tisser une toile. C'est pas évident non plus. Et puis, bon, la politique, c'est complexe. Moi, je suis pas très fort en politique. Et voilà. Non, il aurait pu tomber sur un autre inspecteur. Il aurait pu tomber sur un autre juge, par exemple. Et voilà, mais oui, mais. Pensez que ça a été fait exprès? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que bon, ça faisait partie de cette machination contre la résistance. C'est ça. On reparlera de Guingouin tout à l'heure, mais vous faites le parallèle effectivement avec l'affaire Guingouin. C'est la même chose. Viens sur ma planète, viens sur mon nuage, viens au cœur de mon étoile. Viens sur ma comète, viens dans son sillage, le vent gonflera ta voile. Les murs des prisons un jour tomberont et les portes s'ouvriront. Puisque le destin nous a séparés, qu'il a coupé nos chemins, viens te reposer, viens me retrouver dans le cœur de mon étoile. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et de son émission Le Livre du Mois. Je reçois en ce moment Jean-Jacques Nano à propos de son ouvrage « Comment je suis devenu le fils d'Henri Nano ». Alors dites-nous, votre père était-il si dangereux que ça pour qu'on veuille le faire taire? Alors certes, il publiait des tracts, il publiait des affiches contre la guerre d'Algérie, il s'en prenait à Guy Mollet, il s'en prenait au sénateur Champet, mais selon vous, pourquoi est-ce qu'on voulait à ce point le faire taire? Parce que je pense qu'il connaissait beaucoup de choses sur le compte de ses collabos, sur ses dirigeants, etc. Et il était dangereux par son écriture, par le verbe, mais pas par sa violence physique, parce que c'était un non-violent. Bien qu'il soit été très fort, d'une nature très forte, il le réservait pour les travaux des champs et non pour la violence envers ses semblables. Mais
il ne pouvait pas s'empêcher, je ressemble un peu de ce côté-là, de dire les vérités qui malheureusement dérangeaient, mais qui étaient de rigueur. Donc il était en plus un peu comment dire, pas voyant, mais un précurseur de l'avenir, quoi, parce qu'il visionnaire. Il est visionnaire, voilà, il était visionnaire et il a senti venir beaucoup de choses et il était un peu dégoûté de tout ça, quoi. Mais c'était quand même un politicard, puisque déjà à Saint-Léonard de Noblat, il écoutait la radio dans le grenier, il écoutait toutes les élections, etc. Lorsqu'il était au lycée, ça. Comment? Lorsqu'il était au lycée. Quand il était au lycée, le Saint-Léonard. Mais bon, il militait contre la guerre d'Algérie. Mais vous pensez qu'il avait des révélations à faire sur des élus locaux? Déjà, il était au courant de violences, des tortures en Algérie. Il le savait. Bon, il n'était pas le premier à le savoir, mais dans les premiers, il s'intéressait à ça. Et puis, bon, il lisait les journaux, il écoutait la radio. Enfin bon, il n'y avait pas de télévision. Quoique, plus tard, il y a eu la télévision. Certaines maisons dans les villages avaient la télévision. Pas lui, mais bon, voilà. Mais la télévision, pour lui, c'était réservé au culturel. C'était pas pour la politique, voilà. Alors, votre père a déclaré, je cite, je suis le Dreyfus de ce siècle. En plein tribunal. Voilà. Et vous-même, vous avez écrit, je crois qu'il s'agit d'une nouvelle affaire Seznec. Voilà. Oui, parce qu'il y a beaucoup de liens. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu, ou alors dites-nous sur quoi vous appuyez, votre père comme vous, pour faire ces déclarations? Par rapport à l'affaire Seznec et puis par rapport à l'affaire Dreyfus. Déjà, même s'il n'y a pas de problème antisémite là qui se pose. L'affaire Dreyfus, j'avoue que je connais pas tellement, et puis ça se passe dans le domaine militaire, c'est plus complexe. Mais par contre, l'affaire Seznec, j'ai bien suivi. Je connais Denis Seznec, je l'ai rencontré une fois ou deux. Alors la différence entre l'affaire Seznec et l'affaire Nano, c'est que les policiers qui ont arrêté mon père, le Cave-Rivière, était issu de la collaboration. Oui. Et celui qui a arrêté le père Seznec, il est devenu collabo, quoi. Voilà, c'est milicien, ouais. Voilà. Mais voilà la différence. Après, il y a des histoires de machines à écrire dans le déroulement du procès, des lettres anonymes. Enfin, il y a un peu de ressemblance avec. J'étais pas le seul à le dire. René Joury le disait aussi, avec les méthodes policières. Mais après, il n'y avait pas mort d'homme non plus dans l'affaire Seznec. C'est assez complexe. La ressemblance, elle est aussi dans la volonté du fils Seznec comme la vôtre de réhabiliter leur père, quoi. Exactement, oui. Alors, Jean-Jacques Dano, vous pouvez nous expliquer cette histoire de bombe et du métal qui constituait cette bombe avec, je crois, le métal de la charrue qui se trouvait dans la grange de votre père, parce que c'est un élément d'accusation que vous contestez, bien sûr. Mais je conteste parce qu'il y a un premier rapport de gendarmerie qui dit que les morceaux de du métal, c'était des tuyaux de chauffage central brisés. On a vite trouvé l'histoire de la charrue, la pièce de charrue cassée. Et mon père lui-même disait que c'était une fonte d'alliage d'acier et de fonte, et que ça ne se brisait pas en petits morceaux, ça ne pouvait pas permettre de faire un explosif. Enfin, c'est ce qu'il a déclaré. Donc, moi je pense que cette histoire de charrue, elle a bien existé, mais on a inventé une pièce de conviction à partir de cette pièce de charrue. Le propriétaire lui-même de la charrue m'a dit que le dessin qu'on lui a présenté n'était pas le modèle de charrue. C'était bien le type UAR, mais c'était pas son modèle à lui. En tout cas, il y a eu, je crois, une troisième explosion, et là, votre père ne peut pas être concerné. C'est pas une explosion, c'est que la voiture de monsieur Champet a été mitraillée, lui, il est encore dans ses bureaux à Paris, et ça se passe au pont de la Roselle à Pierre-Buffière, et la voiture dérape, et pour faire croire à un nouvel attentat, j'ai entendu dire que le chauffeur était un peu éméché, donc bon, ça... Et l'ennui, c'est qu'on retrouve toujours l'histoire de ce fameux Camille Jourde, qui était un petit
comment dire, je sais pas, mais il était toujours là quand il fallait pas, donc il a fait un faux témoignage par rapport à la voiture, l'embardée de la voiture, enfin bon, et il a été déjà auteur de petits trucs comme à Limoges, à l'arrivée du général de Gaulle, il a fait péter des pétards dans la périphérie de la gare de Limoges pour faire croire un attentat, donc pourquoi il aurait pas fait ça chez Champé, puisque apparemment il se connaissait avec Champé. Vous savez donc qui est l'auteur de l'explosion de la bombe? Vous savez qui a mis la bombe? Non, mais je pense que Champé est à l'origine de ça. Disons qu'il aurait, selon moi, mais bon, je n'ai aucune preuve, il aurait demandé à Jourdes de faire péter des pétards comme ça pour essayer de détourner l'attention par rapport à la guerre d'Algérie et pour faire parler de lui en tant que il était maire de Masseray, il était sénateur, tout ça, donc et ça faire disparaître en même temps votre père, quoi. Voilà, ça. Mais au premier abord, on sait que c'est Rougerie et Vial qui ont été accusés et il y a les similitudes de communistes qui... Alors Rougerie, c'est l'instituteur dont on parlait tout à l'heure, et Vial, c'est un responsable du PCF. L'instituteur des Vigeois et voilà, Vial... donc c'était une histoire aussi de règlement de compte avec les communistes. D'accord. Alors justement, on sent combien est grande votre amertume, ou plutôt, je dirais plus que votre amertume, plutôt votre colère, hein, à l'égard des élites politiques. Alors celle du Parti Socialiste, par exemple, mais encore celle du Parti Communiste. Vous faites d'ailleurs un parallèle, je l'ai dit tout à l'heure, avec la façon dont les dirigeants du PCF ont traité Guingouin, un peu comme votre père. Alors, vous pouvez nous expliquer tout ça? Pourquoi, par exemple, ces anciens amis politiques, les anciens amis politiques de votre père ne l'ont pas plus soutenu que ça? Déjà parce que Guingouin a eu les mêmes problèmes. Donc il était retiré du parti, il n'a pas voulu passer ses fillots, tout comme mon père, comme je vous disais. Et donc là, c'est pas... Et après, je ne crois pas au parti socialisme de M. Champé. Ce n'est pas le socialisme de Jaurès. Donc à partir de là, on a construit un parti socialiste, PS, bon, vous connaissez la suite. Et pour moi, c'est un peu de mascarade, tout ça. Et derrière tout ça, il y a autre chose, vous savez ce que je veux dire. Alors Jean-Jacques Nano, vous êtes critique à l'égard du général de Gaulle, tiens, qui n'aurait jamais puni les policiers et les médecins tortionnaires de votre père. Mais de la même façon, vous en voulez à François Mitterrand, à Roland Dumas, qui avait, écrivez-vous, même assisté au mariage de vos parents en février 1952. Alors pourquoi ces personnages très importants n'ont-ils rien fait? Je pense en particulier à Roland Dumas, qui est quelqu'un de la région, qui a été député de notre région, n'ont rien fait pour la réhabilitation de votre père. Est-ce qu'ils n'ont rien fait ou on leur a interdit de faire quelque chose? Ah, c'est vous qui savez. Vous pensez qu'on leur a interdit de faire quelque chose? C'est mes soupçons. Je pense que ça fait partie de cette conviction de ce nouveau parti socialiste. Et voilà, je pense que quelque part... Vous pensez qu'ils étaient cadenassés, même s'ils avaient voulu faire, ils n'auraient rien pu faire? Je pense que oui. Tout comme Maître Delmotte a eu sûrement des avertissements. Roland Dumas, par exemple, vous l'avez rencontré après? Vous-même, vous l'avez rencontré? Je l'ai vu il y a 2 ou 3 ans au salon du livre à Limoges. Et alors, je me suis présenté en tant que Jean-Jacques Nano, fils d'Henri Nano. Il a marqué un temps d'hésitation. Et puis il me dit oui, ça me dit quelque chose, oui. Et qu'est-il devenu? J'ai encore reçu un coup de poing là. Voilà. Donc je me suis retenu parce que c'est une personne notable, mais j'ai regretté de ne pas en avoir dit plus, mais bon. Vous ne l'avez pas questionné. Vous avez subi le choc et vous n'avez pas questionné. J'ai accusé, voilà, bon, voilà, j'ai pas, mais ça m'a fait mal. Voilà, ça m'a fait mal. Parce qu'il le sait très bien.
aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ de son émission Le Livre du Mois. Je reçois en ce moment Jean-Jacques Nano à propos de son ouvrage « Comment je suis devenu le fils d'Henri Nano ». Alors nous venons d'écouter une pièce musicale d'Erik Satie. Alors vous allez comprendre pourquoi ce choix. Erik Satie est un des rares compositeurs de l'école surréaliste, compagnon, sinon toujours ami, d'André Breton. Et justement, parmi les personnalités qui, à l'époque, ont soutenu votre père, il y a les poètes. Jean Mailloux, qui était aussi, je crois, inspecteur primaire en Corrèze. Exactement. Et surtout le célèbre André Breton. Alors, vous pouvez nous expliquer comment votre père a rencontré André Breton et puis quelle était ensuite la nature de leur relation? Disons que je tiens ça déjà d'une part par René Rougerie et ensuite Alice Mailloux, la fille de Jean Mailloux. Donc André Breton n'étant pas sur place en Limousin, connaissant Jean Mailloux à Ussel tout proche, il lui a dit occupe-toi de Nano. Bon, j'ai des lettres qui en parlent de ça. Et il est allé lui rendre visite à la prison de Tulle, et donc ils ont discuté entre eux, et tout de suite est née une amitié tout à fait solide, telle que celle avec André Breton, quoi, voilà. Mais avec André Breton, votre père, qu'il avait donc rencontré au service militaire, hein, c'est oui, bien ça, a continué, il était infirmier Breton, c'est ça, voilà. A continué à le voir, le rencontrer, ils s'écrivaient, ils avaient des correspondances. Alors, à ma connaissance, il est au moins monté 2 fois à Paris, chez Breton, donc pour publier la fameuse perquisition qui est dans Un amour fou de liberté, et aussi, on a parlé de Pierre Louty, le Dreyfus de ce siècle de Pierre Louty, chapitre 12, l'intégralité de la perquisition est dedans. Donc il a été publié ça dans la revue de Breton, le surréalisme même, et là c'est toute une histoire puisqu'il monte en camion avec un ami de la porcherie, Raymond Fusade, et avec Raymond Fusade, pas triste non plus, ils ont échangé beaucoup de blagues, ils s'arrêtaient, bon, je raconte l'histoire de la casquette du congédié du canal de Suez, enfin, voilà. Donc, Raymond Fusade m'a dit, jamais il ne m'a parlé politique, jamais il ne m'a parlé de Champé, ni de quoi que ce soit. Il m'a juste parlé normalement, c'est-à-dire comme un homme normal. Enfin bon, il était heureux de monter à Paris, donc c'était pas, voilà. Alors que il faut savoir que le père Fusade était très bien avec Monsieur Champé. Ah d'accord. Voilà, d'accord. Ça c'est. Il y avait une histoire de thé tous les mercredis et Monsieur Champé appelait ses invités avec un sifflet. D'accord. Voilà. Et Jean Mailloux, dont vous avez parlé, qui donc avez-vous dit, a été rencontré votre père à la prison, effectivement, lui a même porté, je crois, des livres à un moment. Pouvez nous en dire un peu plus sur ce personnage qui est moins connu que Breton, qui était, je crois, un militant pacifiste et qui a même, perdu son emploi, me semble-t-il, à un moment. Oui, mais parce que, bon, il faut savoir déjà qu'il a des antécédents. Ses parents aussi, en Charente-Limousine, là-bas, ont eu des ennuis aussi, questions politiques. Donc, ils ont subi... il y a d'ailleurs un livre qui a été fait sur ses parents. Et après... Jean Mailloux était dans le collimateur parce qu'il a signé le fameux manifeste de 121. Donc après, il s'est intéressé à l'histoire de mon père. Alors là, ça n'allait pas, quoi. Il fallait, c'est pas. Donc il a eu beaucoup d'ennuis. D'après sa fille, il a eu beaucoup d'ennuis. Alors Jean-Jacques Nano, votre père était un paysan poète. Et parmi ses écrits, j'ai cité tout à l'heure Scène de la vie de Maquis, Chambray, un village de Corrèze dont la terreur. Il y a aussi les mémoires d'Outre-Tôle, en référence à Chateaubriand, mémoires d'Outre-Tôle. Oui. Vous pouvez nous parler de l'œuvre littéraire d'Henri Nano et d'où lui venait ce talent d'écrivain, ce talent de poète? Écoutez, je n'ai pas trop d'explications. L'explication que je vais vous donner, c'est que j'ai rencontré un personnage un jour qui m'a dit à la porcherie et à Chambray, il y a deux personnages
donc Henri Nano et Marcel Delpastre, qui ont hérité de quelque chose de la terre. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Mais dans le cas de mon père, il aimait beaucoup la lecture, parce que tout le monde ne lit pas Aragon, Elsa Triolet en prison, et Baudelaire, etc. Donc voilà, à partir de là, il avait quand même le goût de l'écriture, et je pense que ça aurait fait un poète. Il adorait la poésie, il connaissait les poèmes, il récitait pendant les soirées belotes, il récitait les poèmes de tous les grands poètes connus. Il a écrit des espèces de romans, des espèces d'essais. Est-ce qu'il a écrit de la poésie aussi? Il y a des recueils de poésie. Il a fait peut-être des poèmes que je n'ai jamais trouvés, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu lorsque les sbires de Cavrivière sont venus le voir, sont venus fouiller chez lui. Et il y a deux poèmes qui ont été écrits dans le maquis avec Goumondi, et ils sont signés Gobnan. C'était le pseudonyme de votre père? C'est un pseudonyme avec Goumondi, le colonel Goumondi, et Nano, quoi. Voilà. C'est sur les collabos, et je sais plus, enfin bon. Vous n'avez pas trouvé de recueil de poèmes d'Henri Nano? Pour moi, en parler, non. Il y a juste sa revue Peuple qu'il avait fait avant celle de la vie du maquis, dont je voudrais faire une nouvelle édition. C'est pas très important. Il y a un poème qui est dans Chambray, village de Corrèze. C'est les avatars d'un vieux conscrit. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et voilà. Et alors je dois dire que quand j'ai récupéré ce manuscrit, il me semblait qu'il était là et qu'il me dictait, puisque à chaque page je trouvais des mots insérés, et justement ce fameux poème, les avatars de vieux conscrits de peuple. Donc il a signé de tous les noms, Fiou la pantoufle, Arthur Breton, un petit clin d'œil à son ami. Et puis le seul qui est signé Henri Nano, c'est La question du blé, en Russie. D'accord. Alors vous-même, Jean-Jacques Nano, vous êtes mis à l'écriture pour exprimer votre colère, pour exprimer votre souffrance, et pour réhabiliter votre père. Alors, deux questions. Est-ce que ce fut une délivrance que d'écrire? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous y avez pris goût? Je veux dire, est-ce qu'il y aura d'autres livres de Jean-Jacques Nano? Vous commencez par celle que vous voulez. J'ai l'intention de faire un livre sur le procès Tarabusté. Voilà. Et c'est un procès expéditif et bien réglé, bien... bon, voilà. Et puis, sur mon père... La question, oui, c'était, est-ce que ça a été une délivrance que d'écrire pour vous? Est-ce que ça a été une espèce de thérapie, quoi? C'est du travail sur plusieurs années, c'est des notes. Il y a quelques années, j'ai commencé à noter plein de trucs sur papier, mais aussi dans ma tête. Et j'ai dit, il faudra que je le mette sur ce livre-là. Et après, ça a été, je sais pas comment dire, mais le titre m'est venu au fur et à mesure que j'écrivais, parce que voilà, c'est pas par hasard que j'étais le fils d'Henri Nano, mais bon, c'était compliqué dans la famille, mais comment devenir le fils d'Henri Nano après tout ça, quand on ne sait pas, quand on apprend à 36 ans ce qu'il est devenu, etc. Il a fait de la prison, mais pourquoi, on ne sait pas. Mais je n'ai jamais tourné le dos à mon père, parce que pour moi, il a été victime d'une erreur judiciaire, donc moi, je continue son œuvre du mieux que je peux. C'est pas parfait, mais voilà, je le fais. Alors, puisqu'il est question d'écriture, nous allons écouter les paroles d'un autre poète surréaliste. C'est un texte de Robert Desnos, Corps de mots, mis en musique et interprété par le groupe Les Têtes Raides. Et Robert Desnos était bien sûr un compagnon d'André Breton. Les Têtes Raides, voilà. D'accord. On ne quitte pas son ami comme un soulier dont la semelle prend la boue et la pluie. On n'use pas l'amitié, et c'est bien ainsi. Quand ils ont bien choisi, main dans la main, deux amis bravent le destin. La même flamme éclaire leur visage.
pull aux yeux de chouette à un ami. C'est le bel Ernest au nez en trompette qui n'aime pas qu'à demi. Et c'est bien ainsi qu'Harrison a bien choisi. Main dans la main, ils peuvent braver le destin. Leur cœur est beau, qu'importe leur visage. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet. Alors au fait, Jean-Jacques Nano, quels sont aujourd'hui vos sentiments à l'égard de votre mère, qui vous a caché la vérité sur votre père? D'ailleurs, pourquoi? On ne comprend pas pourquoi. Qui vous a aussi finalement rendu malheureux pendant une grande partie de votre enfance et de votre adolescence. Vous avez quel sentiment aujourd'hui à l'égard de votre mère? À l'égard de mon père? De votre mère? Ah, de ma mère? Ouais. Bah, c'était ma mère, mais bon, elle n'a pas fait quoi que ce soit. Elle a toujours nié connaître cette histoire-là. Pourtant, elle a fait une déposition en gendarmerie à Saint-Germain-les-Belles. Je sais pas, la seule explication que j'ai par rapport à ma mère, c'est qu'elle a eu aussi des menaces. Mais pourtant, elle a été interrogée, la police de Limoges est venue la chercher au cœur même de son travail, à côté de chez mes grands-parents, donc voilà, c'est... La raison pour laquelle elle ne vous a rien dit, vous pensez que c'est par peur, quoi? Je pense que oui, parce qu'elle n'était pas... Bon, elle n'était pas non plus quelqu'un de très lettré, quelqu'un de très futé, j'admets qu'elle était une femme simple, quoi, mais bon... À moi, elle m'a toujours dit ne pas être au courant de ça. Mais quand la liberté est sortie, voilà, je n'ai eu aucun commentaire. Rien. Et je vais rester dans les histoires de famille encore un tout petit peu. Comment expliquez-vous la haine, peut-être que le mot est exagéré, mais je n'en ai pas trouvé d'autre, de votre tante Suzanne, la sœur de votre père donc, qui vous appelle Jean-Jacques Gaudy, ex-Nano, oui, et qui conteste l'héritage de la maison de votre père. Comment vous expliquez cette attitude-là? C'est-à-dire qu'il fallait connaître le personnage de ma tante. Elle était complètement opposée à mon père. C'était quelqu'un d'avare, d'égoïste, un peu méchant. Enfin bon, et puis elle s'était mis dans la tête que je n'étais pas le fils de son frère. Alors j'ai posé la question à ma mère. Elle m'a dit: si j'ai signé un papier là-dessus, c'est que j'ai été menacé d'un couteau par la tante Suzanne. Et les dernières années de ma tante, j'ai réussi à me réconcilier avec elle pour l'héritage, etc. Je lui ai dit, est-ce qu'elle avait signé un papier? Oui, elle avait signé un papier de désaveu de paternité. J'ai dit, mais je voudrais le voir, ce papier. Mais je ne l'ai jamais eu. Je l'ai jamais eu. Donc, il y a eu une histoire entre ma mère et ma tante, que je n'arrive pas à m'expliquer, mais bon, moi, Jean-Jacques, je suis le fils d'Henri Nano, ça s'arrête là. Alors Jean-Jacques Nano, avez-vous, je suis sûr que vous l'avez fait, avez-vous imaginé ce qu'aurait été votre vie si vous aviez connu votre père dès votre enfance? Je suis certain que vous avez imaginé ce qu'aurait été votre vie si vous aviez connu votre père. Ben déjà, j'ai beaucoup progressé dans ma vie sur le plan intellectuel, mais malheureusement, je n'ai pas fait d'études supérieures comme lui. Mais je pense qu'avec lui, j'en aurais fait, parce que il m'aurait ouvert d'autres portes littéraires, poésie, etc. Donc ce sont des choses qui me plaisent beaucoup. La seule chose que j'aurais occultée, c'est un peu la politique, bien que je ne suis pas, je vois ce qui va mal, je suis un râleur aussi, donc, mais son côté littérature et poésie m'aurait plu, j'aurais aimé rencontrer quelqu'un de lettré, etc. Ça me plaît beaucoup. Alors mon père, ça aurait été formidable, quoi. Jean-Jacques Nano, André Breton, Jean Mailloux, René Rougerie, Lucien Souni ont défendu votre père ou sa mémoire. Des écrivains, des journalistes, parmi les plus connus, se sont intéressés à l'affaire Nano. C'est le cas de Jérôme Garcin, l'animateur de Masque et la Plume, c'est le cas de Patrick Pesneau, c'est le cas d'Alain Galland ou de Robert Guinaud, qui sont des journalistes locaux, c'est le cas
de Franck Thomas, de Daniel Mermet, du célèbre Daniel Mermet. C'est ça. C'est le cas d'Eugène Durif, qui a même écrit une pièce de théâtre retraçant la vie de votre père. Alors, comment expliquez-vous que malgré tout ça, malgré ces personnages aussi, ces intellectuels aussi importants, les choses n'aboutissent pas? C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas par manque de volonté, mais bon, comment dire. Pour moi, ce sont des soutiens. Ça, je le reconnais, c'est des soutiens. La question qu'on m'a posée bien des fois, pourquoi il n'y a jamais eu un film sur Henri Nano? Alors donc, s'il y avait eu un film d'Henri Nano, ça aurait peut-être... à la liste que j'ai donnée, il manque un cinéaste, alors. Il faudrait qu'il y ait un cinéaste, là. Oui, j'ai un ami qui s'était intéressé avec ça, c'était René Rougerie qui m'a fait connaître, il s'appelle Jacques Guillaumarc, qui avait voulu écrire quelque chose, et puis après il s'est perdu entre la guerre d'Algérie, et après... donc je le vois toujours, c'est pas... Mais il a un scénario qui est en attente, mais il n'a pas trouvé de producteur, c'est l'histoire de deux frères, des frères Tonnant, voilà, qui découvrent en labourant un roman, et puis mais voilà quoi. On est un peu loin du sujet. D'ailleurs, c'est ce que Rougerie avait dit à Jacques Guillaumarc quelque temps avant de mourir. Mais voilà, donc... Et on a compris votre appel, il faudrait qu'il y ait un film. Voilà. Dites-nous, votre combat d'aujourd'hui, c'est quoi? On est en 2018, votre combat du moment par rapport à votre père, c'est quoi? C'est toujours d'obtenir la réhabilitation? Oui, voilà, c'est pour ça que mon projet de faire le livre sur le procès me tient à cœur, et j'ai l'intention de le faire dans les jours à venir, dans les mois à venir, mais je m'étais fixé la date de septembre 2018, ça sera peut-être un peu juste, parce que ça fera 60 ans qu'il a été jugé. Donc c'est un drôle de procès. Quand même, il faut savoir les détails et puis l'interrogatoire qui est assez musclé, les questions-réponses. Vous me donnez droit de réponse, mais lui, il n'avait pas beaucoup de droit de réponse. Quand vous l'aurez écrit, vous reviendrez nous voir et puis on en reparlera. Ça sera avec plaisir. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet. La question de Christophe. Jean-Jacques, alors je vous écoute depuis tout à l'heure, je vais revenir sur le début de l'émission, lorsque votre père a été accusé. On a cité tout à l'heure Roland Dumas, s'il nous écoute, il pourrait nous donner un droit de réponse. Mais j'ai pas entendu parler de Georges Guingouin. Georges Guingouin, malheureusement, je ne l'ai pas connu. Non, mais Georges Guingouin était où à ce moment-là? C'est ça que je veux dire. Si votre père était un sergent de Georges Guingouin dans le maquis, il y a eu des comités, tout ça. Georges Guingouin, pourquoi, à la limite, Georges Guingouin, lui, n'a pas fait quelque chose? Ça aussi, c'est une histoire. C'est par rapport déjà à son affaire, puisque il est parti là-haut en Champagne. Donc, il a été en exil, comme Victor Hugo l'a fait. Pour moi, c'est un exil. Donc, pouvez-vous plus entendre parler de ça? Donc, il a eu du mal à s'extirper de sa machination à lui. Je pense que, bon... Après, j'avais un projet de faire annoter la préface de Scène de la vie du maquis par Georges Guingouin, et moi, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas Michel à l'époque, donc ça ne s'est pas fait, malheureusement. J'aurais bien aimé. Mais voilà, je regrette beaucoup de ne pas avoir connu le colonel Guingouin. Mais bon, mon père était pas très proche de Georges Guingouin. Il l'a rencontré, mais il était beaucoup plus proche du colonel Goumondi, Charles Goumondi, et puisqu'il était dans son groupe dans la forêt de Meuzac, là. Quoi dire, je sais pas. Faudrait que je pose la question à Michel, peut-être. Michel Guingouin. Oui. À sa fille, donc. Hein. Oui. Alors, dernière question. La tradition de notre émission, c'est que c'est l'invité qui choisit la dernière illustration musicale. Et vous avez choisi les poètes de Jean Ferrat, un texte où il est question de Marlowe, de Verlaine, de Machado. Alors pourquoi ce choix? Parce que déjà mon père adorait la poésie, les poètes, beaucoup de poètes, Aragon, Baudelaire, tous les surréalistes, Triolet, voilà. Et puis bon, comme je vous l'ai mis sur mon petit mail, un petit clin d'œil à André Breton, à Jean Mailloux, à Benjamin Perret, puisqu'ils se connaissaient, et d'autres poètes, peut-être que je ne soupçonne pas, mais qui étaient proches de mon père, c'est possible. Donc c'est un clin d'œil à tous ces poètes-là, parce que ce sont des gens qui se sont
par le verbe, par le mot. Ils se sont exprimés par rapport à une situation dans un pays, comme Pablo Neruda par exemple. Et mon père était comme ça, quoi. Voilà. Donc, je pense que cette chanson n'est pas mal attribuée pour mon père. Voilà. Puis je pense que ça lui plairait. Jean-Jacques Nano, merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté cet entretien et de nous avoir répondu avec beaucoup de sincérité et de sensibilité. Alors je voudrais conseiller à nos auditeurs de prendre un peu de temps pour se plonger dans la lecture de Comment je suis devenu le fils d'Henri Nano de Jean-Jacques Nano. Ils découvriront un ouvrage d'une grande sensibilité. Ce livre, c'est un peu le cri d'un homme écorché à qui l'on a volé une grande partie de sa vie. C'est aussi le combat permanent d'un fils pour obtenir la réhabilitation de son père, injustement condamné et sali. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'affaire Henri Nano, je leur conseille de lire l'ouvrage de notre compatriote de Mortemart, René Rougerie, Henri Nano, un amour fou de liberté. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Christophe Gourcerol. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre émission En Aparté. Ce sera notre émission Méli-Mélo. Avec les patoiseries de la souterraine et de la basse marche, la présentation d'un ouvrage de Jean-Pierre Norris et la séquence 20 minutes pour la poésie et la chanson qui sera consacrée à Charles d'Orléans. Et le mois prochain, pour le livre du mois avec un nouveau roman et un nouvel écrivain. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous. Terminons en musique avec le choix de Jean-Jacques Nano, Les Poètes, Jean Ferrat. La souffrance enfante les songes, comme une ruche ses abeilles. L'homme crie où son fer le ronge, et sa plaie engendre un soleil plus beau que les anciens mensonges, plus beau que les anciens mensonges. Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié, ni pour l'aide, ni comme on avouerait ses fautes, ce qui m'habite et qui m'obsède, ce qui m'habite et qui m'obsède. En Aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet.